Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Ceci n'est pas l'hebdomadaire, ceci est une actualité, Mika. Tout simplement, bah déjà, comment ça va? Même si Eh on ben vient écoute, d'enchaîner ça va, ça l'hebdomadaire. va. Ouais, on a enchaîné. En fait, on a enchaîné les deux même. Tiens, je vais changer comme ça, vous aurez. Remets le bonnet. Je la lève. Donc, on va revenir sur l'actualité des Français, de nos 12 Français à l'UFC. Donc, on va y aller chronologiquement. Il y a eu des annonces, que ce soit pour Nora Cornol, pour Yanis Guémouri, ou encore pour Faresiam et d'autres. Après, voilà, le plus important, enfin, le plus gros banger, la date vraiment à ne pas manquer, c'est Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, mais on va y revenir, on va venir chronologiquement. Ouais, Hier soir, on on va avait. faire chronologiquement. Donc, On vas-y, Mika, rappelle je te juste, dis. aujourd'hui à l'UFC, on a 12 Français. On va les citer quand même. Aujourd'hui à 2024, donc janvier 2024, on a 12 Français en liste sur les fiches UFC. On a Taylor Lapillus qui évolue dans la catégorie des Bantam. On a Nassourdine chez les moins de 84. On a Faresiem chez les moins de 70. Yanis Gemouri. Ah, je sais pas trop s'il est En chez les Batam. Bantam, s'il est chez les 61. Ouais, c'est S'il ouais, est, pardon, chez les Featherweight. 66 ou ouais, Il est en Featherweight ou chez Bantamweight, ouais. Il les était ou en monté Bantam. pour Gomis. Ouais, exactement, mais parce qu'il n'arrivait pas à faire le poids. Bon, à savoir maintenant où il va vouloir évoluer. Benoît Saint-Denis chez les 70. On a ensuite Manon Fiorot, bah, qu'on ne présente plus. Nora Cornol. On a Morgane Charrière aussi chez les 66. On a Kevin Jousset chez les 77. Oumar Sy chez les 93. Cyril Gann chez les poids lourds. Et William Gomis chez les moins de 66. Donc, vous l'avez compris, la KT la mieux représentée, en tout cas pour les Français, c'est les moins de 66 kilos. Et on va commencer avec Taylor Lapillus parce que c'est lui qui a commencé le bal cette année et qui s'est incliné malheureusement sur une décision qui a été, on va dire, dominée sur les 3 rounds par Farid Basharat, qui a pas démérité, qui a su proposer des choses hein, pour se défaire en tout cas de l'agressivité et du game plan de son adversaire, mais ça n'a pas été suffisant. Malheureusement, il a été en réaction pendant les 3 rounds sans réussir en fait à imposer son rythme ou à prendre les risques qu'il fallait pour aller emballer le combat. Il n'a jamais réussi réellement à trouver sa distance pour faire parler son anglaise. Et du coup, bah maintenant, c'est quelle est la suite pour Taylor? Qu'est-ce qu'on voit pour lui en 2024, moi, Ibi? Bah écoute, Mika, je te propose déjà qu'on parle du combat, un petit Ouais, peu, pour rentrer un petit peu dans les profondeurs, surtout techniquement. Bah moi, écoute, honnêtement, comme je dis, Farid Basharat, je l'ai découvert lors de l'UFC Paris. D'ailleurs, c'était où Taylor faisait son retour. J'avais apprécié le style, la lutte et tout de Farid. Maintenant, j'étais peut-être un peu trop confiant, j'ai l'impression, pour Taylor. Et malheureusement, en fait, il a été plus coriace que je ne l'imaginais. Après, voilà, il a pas montré de nouvelles choses, le Farid Basharat, quand tu compares son dernier combat et celui qu'il a fait face à Taylor. Maintenant, malheureusement, je sais pas, je ne trouve pas d'excuses pour, euh, comment dire, pour Taylor. ouais, pour Taylor. Je ne sais pas s'il y a eu un problème de coaching, je ne sais pas si la prépa s'est bien passée. Maintenant, je m'attendais vraiment, on va dire, à une nouvelle version de Taylor, on va dire, surtout qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, ces derniers mois. Lors de l'UFC Paris, lorsqu'il fait sa performance, Taylor, il est contre un gars voilà, qui est assez solide, mais voilà, Taylor, il est beaucoup plus expérimenté, il est beaucoup, voilà, techniquement, il est plus armé. Mais voilà, il y a eu une baisse de régime, donc on se dit, c'est le retour de Taylor après plus d'un an sans combattre. Il y a une pression derrière et tout, donc ça joue. Donc là, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit, à ce qu'il y ait un Taylor, on va dire 2.0. Surtout que la dette, elle a été annoncée il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, c'est les aléas du combat. Il peut y avoir tellement de facteurs qui font que le jour même, on n'est pas bien. Le jour même, on n'arrive pas à faire parler notre boxe, notre lutte. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent jouer. Maintenant, c'est vrai que ce qui a été dommage, c'est qu'en fait, on savait qu'il y avait une opposition de style. Et c'est vrai que tu m'avais contredit sur ça. Tu disais qu'il était aussi bon aussi en kickboxing, son Farid Basharat. Maintenant, ce qui aurait pu faire la différence, ça aurait été que Taylor puisse, on va dire, comment dire, le dépasser dans un domaine, notamment la boxe. Parce que dès le début du combat, sa boxe, il envoie quelques low kicks et il tente de ramener Taylor au sol. Taylor, il défend bien, il arrive à se relever et je pense que c'est là où il a peut-être laissé trop d'énergie.
Parce qu'en fait, au fil des rounds, quand il se faisait amener, il était plus aussi réactif. Et en fait, même dans les phases où il arrivait à défendre et à se remettre debout, il faisait pas la différence en boxe. Et je pense, en fait, hein, voilà, ça reste que mon avis, mais pour faire la différence lorsqu'on affronte un lutteur et qu'on réussit à défendre les omnis, il faut tout de suite le dissuader de rentrer. Mais le problème, c'est que Taylor, il faisait pas cette grosse différence-là en boxe, ce qui permettait, on va dire, à Farid bah, de toucher, de s'imposer, de rentrer en lutte. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà, après, voilà, c'est pas pour autant qu'on va remettre en question son niveau. Mais voilà, au vu de son passif, vu qu'il a déjà été cuté de l'UFC pour X raisons, il va vraiment falloir qu'il montre qu'il a vraiment sa place, qu'il fasse des belles performances, qu'il aille surtout chercher des finishes, parce qu'en fait, ce qui est reproché en général à Taylor, c'est de ne pas finir ses combats, ou plutôt d'être juste là pour gagner ses combats et pour pas peut-être surdominer ses adversaires. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment sûr d'être objectif et d'être posé dans mon analyse. Mais voilà, en tout cas, on lui souhaite tout le meilleur et pourquoi pas même le recevoir et faire un petit débrief avec lui à chaud. Enfin, à froid Ouais, plutôt. alors pour le combat et sur le fait de quand, en tout cas pour la physionomie d'un combat, quand on a un lutteur en face et qu'on est plutôt en profil de striker, c'est le combattant qui m'a le plus surpris sur la carte hier. Je vous invitais dans l'autre vidéo à aller le voir. C'est Mario Bautista qui a fait un combat contre Ricky Simon. Ricky Simon, c'est un gros lutteur. Et en fait, Mario Bautista, on le voit dans le combat, au fur et à mesure du combat, dès qu'il défend la lutte, tout de suite, il revient agresser et harceler son adversaire en boxe. Et en fait, il a mis un tel rythme et un tel volume qu'il a fini par casser le mental de son adversaire. Et Ricky Simon, à la fin, il savait même plus lutter. Pour revenir au combat de Taylor contre Basharat, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à voir sur Basharat parce que physiquement, quand on le voit, on pourrait penser qu'il n'est pas forcément hyper physique, mais je pense qu'il est extrêmement puissant. On rappelle qu'il s'entraîne à l'extrême couture. On a vu que en termes de lutte, c'était quelqu'un qui savait lutter en chaîne. Il a réussi à faire des transitions quand même. Je sais pas si on se rend compte. Il est single, double. Il remonte en gréco, il repart en single, il repart en double. Ça veut dire qu'en lutte, il était vraiment prêt. Il a réussi à lutter 3 fois 5, ce qui est quand même en termes de débauche énergétique exceptionnel. Et je pense que la différence, en fait, c'est que ça a été que quand Taylor avait des moments pour recomposer, il avait aussi besoin de ventiler. Et le souci, c'est qu'à chaque fois que Taylor a mis la marche avant en anglaise, il s'exposait à la lutte de son adversaire. Donc je pense que la réalité, c'est que dans ce combat, Basharat a réussi à imposer son rythme, a réussi à imposer son game plan. Et malheureusement, ce qui a manqué sur ce combat-là, c'est que Taylor trouve sa distance en anglaise. Il l'a trouvé très peu. Quand il l'a trouvé, il a réussi à marquer ses points, mais c'était pas assez pour pouvoir prendre un round. Maintenant, c'est clair dans un combat comme ça va être compliqué pour lui, parce qu'en fait, ça laisse maintenant des opportunités pour les autres. Entre guillemets, c'est des combats qui vont être. Si aujourd'hui vous affrontez Taylor et que vous avez un profil de lutteur, bah, entre guillemets, vous avez l'une des solutions pour essayer d'aller battre Taylor. Et de manière générale, si on regarde un peu le parcours de Taylor, c'est Taylor, il s'est toujours incliné face à des mecs qui l'ont lutté. Eric Perez, à l'époque, il l'avait lutté. Le Russe qu'il avait affronté au RCC, Ouais. c'est quelqu'un qui l'avait lutté. Et là, Basharat l'a lutté également. Donc voilà, Taylor, c'est vraiment, on peut le dire, hein, c'est un peu sa kryptonite, c'est les plus mauvais match-ups qu'on peut lui donner, c'est des lutteurs. Donc j'espère que pour les prochains événements, on lui donnera, quitte à lui donner même des mecs qui sont extrêmement bien classés comme Garbrandt, etc. Je pense que Taylor, il brillerait beaucoup plus face à des gars comme ça, et que c'est pas forcément parce qu'il a perdu contre un gars en dehors du top 15 qu'il a pas la place pour aller dans le top 15. Je pense pour le coup là que c'était vraiment un problème je dirais, d'opposition, de style qui lui a été proposé. Maintenant, je pense que ça va être assez compliqué cette année d'aller essayer d'aller dans le top 15, mais je suis quasi sûr qu'à la fin de l'année, il est pas loin il sera au port du top 15, le Taylor. Bah écoute, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite en tant que combattant français, en tant qu'ami, en tant que partenaire d'entraînement. Mika, le prochain français à s'exprimer, en tout cas sur l'UFC, si je ne m'abuse, c'est Nassourdine contre Dolidze. Exactement, on le rappelle, donc c'est un UFC Fight Night qui va se dérouler à Las Vegas, bah, puisque c'est un Fight Night et donc ça sera en À Apex. l'Apex. Ouais, il affronte Dolidze, donc on le rappelle, hein, Dolidze pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup, puisque c'est pas l'un des plus connus du circuit, mais c'est quelqu'un qui performe beaucoup. C'est le numéro 7 de la catégorie. Aujourd'hui, Nassour, il est numéro 12 si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il est même numéro 11 euh, comment dirais-je, Nassour.
Donc c'est Hmm. potentiellement pour lui un bond de 4-5 places dans le classement. Il a en face de lui quelqu'un qui pourrait correspondre aux qualités de Nassour. Dolidze, il sait tout faire. Il sait striker, il sait soumettre, il sait lutter. C'est quelqu'un qui, l'air de rien, à l'UFC, a gagné beaucoup de combats par KO. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'il a une boxe qui est pas la plus belle boxe qu'on. Enfin, il a, Ouais, il là, a un profil c'est pas atypique. le plus beau technicien, quoi. Non, c'est ça, mais il sait boxer. Et j'insiste là-dessus, Dolidze, il a perdu 2 combats seulement et ça a été 2 décisions. Et c'est pas contre n'importe qui, c'est contre Vettori, qui avait réussi un peu à annihiler le combat par la Encore le combat, il puissance. était, tu sais, moi, je voyais vraiment Dolizé devant, hein. Bah, ça dépend, mais effectivement, avec les nouvelles règles, on aurait pu mettre Dolidze devant, parce que c'est lui qui allait faire du dégât. Mais en tout cas, à chaque fois que Dolidze il a été mis en difficulté, c'est plus face à des lutteurs. Et c'est ça qui va questionner aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que aujourd'hui la boxe de Nassour, et on le sait, c'est vraiment un sniper et c'est pas pour rien que c'est son surnom, il va réussir à trouver le dessus sur Dolidze. Moi, je pense que oui. Et je pense que cette année, Nassour finit dans le top 5 des 84 kilos. Voilà mes prévisions pour cette année. Ouais, bah écoute, en tout cas, c'est un beau match-up. C'est un beau match-up, c'est un style, c'est une opposition de style. Après, Dolizé, c'est vrai qu'on l'attend beaucoup sur son sol. Et c'est pour ça que aussi, parfois, je pense qu'il a aussi su mettre des KO. Parce qu'il est très, très physique. Je trouve que ça tape très fort. Mais il va falloir que Nassour soit. Je sais pas si ça va être, en tout cas, moi, je sais pas si ça va être la bonne solution d'être aérien comme on a pu le voir, par exemple, contre face à Chris Curtis. Je pense qu'il va vraiment falloir être. Va falloir punir et s'imposer. Et Après, pas. Ouais. le problème de l'UFC Apex, parce que ça joue quand même en défaveur, je pense, Oui, pour Nassour. sur la tête de la cage. Ouais, c'est que la cage, elle est un peu petite. Maintenant, après, c'est pas un showman, comment dirais-je, Nassour, que je pense que ça le dérange pas plus que ça de combattre dans une ambiance à huis clos. Moi, je sais que personnellement, ça a peut-être joué hier dans la performance de Taylor. Parce que Taylor, l'air de rien, je pense que quand tu sors de Galvanise. Bercy, où tu as une atmosphère de ouf qui te transcende, et que tu arrives à l'UFC Apex, où tu as quand même l'impression, faut dire la vérité, même si c'est l'UFC, tu as quand même l'impression que tu vas faire un sparring. Je trouve que c'est particulier Moi, j'aurais du mal à combattre dans ces conditions. Pour Nassour, je suis pas sûr pour le coup que ça soit quelque chose de perturbant pour lui, puisque c'est quelqu'un qui foncièrement fait passer le combat avant tout. Et c'est pas quelqu'un qui se nourrit du show, on va dire. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est. D'ailleurs, ce serait bien qu'on reçoive Nicolas, Thomas Lubersan et je crois qu'il y a Maxime François aussi qui est dans son camp d'entraînement. C'est qu'on puisse déjà les recevoir, les mettre en avant et tu sais, en savoir sur les coulisses de la préparation et tout, parce qu'on sait qu'il était au MMA Factory et maintenant il a sa structure autour de lui. Donc ce serait intéressant d'en savoir un petit peu plus. Il y a aussi Faresiam qui est prévu pour le 24 février, Mika, face 24 à février, ouais. UFC Mexico. Il combattra sur un fight night, mais au Mexique. Et on pourra dire qu'il combat presque un local là-bas, même si c'est pas un Mexicain. Je crois que c'est un Péruvien, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, Claudio Puelles. Euh, Attention, attention parce que Puelles c'est solide et c'est surtout que c'est solide là où on a pu voir des failles dans le jeu de Fares. Donc pour le coup là, j'ai quand même le sentiment que ça va être une sorte d'opposition de style parce que Puelles c'est quelqu'un qui sait soumettre et qui est hyper opportuniste et qui soumet par exemple sur des clés de genoux. Et c'est un spécialiste des clés de genoux et des clés de jambes et attention à ça parce que je pense que ça peut être problématique pour Fares. J'ai le sentiment aussi qu'on ne fait pas un cadeau pour le coup à Fares, encore une fois. D'ailleurs, Fares, on lui a jamais fait de cadeau hein, parce que lui avoir donné Jai Herbert à l'UFC de Londres. Londres, un Anglais, c'était pas un cadeau. On l'a pas fait combattre sur la carte à l'UFC Paris. Bon, il s'était blessé, mais c'est pas forcément l'UFC. Et là, on lui donne Puelles au Mexique. Euh, Sincèrement, il n'a pas un parcours très simple, Fares, et c'est pas encore je dirais, un combat dans lequel il va réussir à réellement s'exprimer parce que je pense qu'il va quand même craindre le niveau de sol et d'adversité qui va lui être proposé. Maintenant, c'est un combat que Fares peut gagner et en tout cas, c'est un combat, on va dire, au niveau des rankings qui va le faire monter un peu dans le classement, donc tout doucement. Donc, avoir la suite pour Fares. De toute manière, Fares aujourd'hui, ça commence à être une grosse expérience à l'UFC parce que c'est 6 combats à l'UFC, 4 victoires, de défaites. Ouais. Il va faire son 7e combat.
Et en réalité, 7 combats à l'UFC dans la catégorie des 70, bah, soit on est au port du top 15, soit on est sur le point de se faire jeter de l'UFC. Entre guillemets, quoi. Après, attention, on porte du top 15, vu qu'on est quand même dans la catégorie la plus fournie. C'est vrai qu'on a eu Oui, l'ascension de Benoît Saint-Denis qui est déjà dans le top 15. Mais en non, général, mais t'as raison, enfin, mais sept combats à l'UFC, c'est beaucoup. bien sûr, c'est beaucoup. Oui, bien Non, non, sûr. Ah non, c'est c'est, plus un petit jeune qui vient d'arriver, quoi. voilà, là, on commence à être sur des gars qui sont connus à l'UFC, qui connaissent les rouages, etc. Et de toute manière, son adversaire a plus ou moins le même palmarès parce que lui, il va faire son huitième combat, son adversaire, donc un de plus, et c'est 5 victoires, 2 défaites. Donc ça va être intéressant. En tout cas, vraiment, je pense qu'on va avoir une belle opposition de style. Voilà, c'est un adversaire qui perd souvent par KO et qui gagne par soumission. Fares, c'est plus un adversaire qui va gagner par KO et qui va perdre par soumission. Donc j'ai hâte de voir. Pour être honnête, je pense que c'est un combat d'opposition de style. Je pense que Fares a les armes. Et voilà, si je dois prédire quelque chose pour Fares, ou du moins c'est ce que je lui souhaite, qu'il soit pas très loin du top 15 à la fin de l'année. Et Voilà. tout, en tout cas, hâte de voir ses progrès. En plus, ces derniers temps, on voit qu'il s'est un petit peu discret sur les réseaux. Et je sais qu'il avait parfois l'habitude d'aller s'entraîner à la Cliff Kiff, là, Mais je crois qu'il a pas son visa pour aller là-bas. Ok, Je ok, crois qu'il donc, galère pour avoir le visa. bah, écoute, en tout cas, à voir et on reviendra sur les profondeurs d'analyse à l'approche des combats. Mais quand on a le retour de Yanis Guimouri, qui fera son deuxième combat face à Vinicius Oliveira en début mars, le 2 mars. Maintenant, est-ce que c'est sur... je vais voir c'est sur quel UFC. C'est sur un C'est UFC un Fight Night déjà aussi. Fight Night et c'est en Arabie Saoudite. Ok, C'est oui, c'est en Arabie Saoudite, ouais. Ok. exactement, c'est le 2 mars, il me semble. Bah, il y a pas de main event pour le moment. Enfin, le main event, il a pas été confirmé. Je sais qu'il y aura eu Mohamed Mokaev sur la carte, Jairzinho. Et en tout cas, voilà, Yanis Guimouri, il affrontera Vinicius Oliveira, 19-3, qui fera son premier combat à l'UFC. Et en fait, il a été repéré au Dana White Contender Series sur la dernière saison. Donc, un Les combattant gars, expérimenté. Vinicius, il est fort. De mémoire, c'est celui qui a les ceintures de l'UA Warrior. Et je l'ai vu combattre. C'est pas un cadeau pour Gemuri. Pareil, c'est un combattant en Bantam, mais qui est hyper solide. Donc, Yanis Gemuri, ça fait longtemps au final qu'il n'a pas combattu en Bantam. Ça fait plus d'1 an hein, qu'il a pas réussi à faire le poids pour aller en Bantam. Euh, Gemuri, tous les indicateurs sont pas ouverts, pour être honnête. Et j'ai le sentiment que même si le gars va débuter à l'UFC là, j'ai pas le sentiment qu'on essaye de préserver Gemuri. Et c'est un peu une rentrée compliquée pour lui à l'UFC avec le combat contre Gomis dans une catégorie supérieure, avec ce finish qui a fait beaucoup parler, malheureusement, qui a mal fait parler de lui, enfin avec un bad buzz autour de son combat. Là, il affronte une bûche, clairement. Gemuri, il a tout approuvé dans ce combat. Je pense que l'UFC l'attend au tournant. Et aborder un deuxième combat à l'UFC après une défaite comme celle de Bercy, c'est pas la même chose que d'aborder l'UFC après une victoire. Donc j'espère sincèrement qu'il arrivera à sortir la tête de l'eau et qu'il sortira le meilleur Gemuri face à Vinicius. Mais encore une fois, c'est pas un combat gagné et ça va être dur. Ça va être dur, mais on lui souhaite et voilà. Et j'espère qu'ensuite Gemuri, on le reverra peut-être à l'UFC Paris en septembre si la tradition se poursuit. Ouais, après, voilà, en tout cas, pour son futur à l'UFC, il est encore jeune. Il a moins d'une quinzaine de combats, Yanis au total. Donc, voilà, lui, on ne pourra pas lui souhaiter la même chose qu'à Fares. Enfin, bien sûr qu'au fond, on lui souhaitera d'être un jour dans le top 15 des bantamweight. Mais il va falloir qu'il se construise, qu'il prenne des victoires, qu'il prenne de l'expérience, qu'il affirme son style et tout. Parce que là, il en est juste à son deuxième combat à l'UFC. Donc, il a encore tout à prouver, en tout cas, au sein de l'UFC. Donc, voilà, en tout cas, pour Yanis. Et Mika, juste une semaine après, on aura l'UFC 299 avec l'annonce. Mika, c'est marrant, on est les premiers sur les croustilles, mais parfois on n'est pas réactif parce que là, ça fait peut-être une semaine que l'annonce elle est sortie. On est entre Dustin Ouais, Poirier et Benoît non mais Saint-Denis. après de toute manière qu'on commente à 3 jours ou qu'on le commente maintenant, tout a été dit sur ce combat. Ouais, Tout a été dit sur ce combat. Maintenant, si je dois redire quelque chose, il combat l'un de mes combattants favoris. Voilà, mais j'ai 3 combattants item favoris pour à moi. l'UFC actuellement. J'ai Max Holloway, Dustin Poirier et Charles Oliveira. C'est vraiment les combattants que j'adore. Dustin Poirier fait partie de ces combattants, mais voilà, je serai contre lui le 9 mars. Je serai pour évidemment Benoît Saint-Denis.
Est-ce que Benoît Saint-Denis peut le faire? La réponse est oui, il peut le faire. Est-ce que c'est le plus gros test en carrière? Oui, c'est le plus gros test en carrière. Est-ce que c'est un combat qui va être facile? Non, ça va être un combat extrêmement difficile, je le redis. Pour tous ceux qui pensent que Poirier est fini suite au KO de Gage, franchement, attention. Il a su revenir à chaque fois de ses défaites. Poirier, après la soumission de Khabib, il a signé 3 victoires de rang. Après la soumission de Charles Oliveira, il a soumis Chandler. Et là, il a pris ce KO, il va revenir. Ne doutez pas sur le fait que Poirier soit un combattant qui psychologiquement est fort. Maintenant, on le voit, Benoît Saint-Denis, il est sur un petit nuage. Là, il surfe sur une série de 5 victoires, 5 finishes. Il est sur 2 performances. Il a été donné outsider contre Bonfim et Moïse. Il a renversé la situation. Contre Frévola, il était favori et ça lui a payé. Et là, bizarrement, les bookmakers l'ont mis carrément favori face à Poirier. Ah C'est vous bon? dire à quel point, ouais, Ok. c'est Ça, c'est la fou. cote de Poirier, elle a 2. Et Benoît Saigny, elle a un et quelques. 1,70, je crois. Donc c'est pour vous dire à quel point les gens croient en Benoît et qu'il a réussi à rentrer dans le cerveau des gens. Donc je Ouais. pense que Benoît peut le faire. Ça va être le combat le plus dur en carrière. Dustin Poirier n'est pas fini. Et c'est clairement pour moi le combat annoncé. Pour moi, ça détrône même la hype qui est autour du combat de Manufio. Oui, en tout cas pour rafraîchir ou peut-être même faire découvrir Dustin Poirier à ceux qui suivent le MMA depuis peu, il a battu Anthony Pettis qui était l'ancien champion des lightweight, Justin Gaethje qui a été champion intérimaire, même s'il a derrière il a pris sa revanche. Igor Alvarez qui était aussi l'ancien champion de la catégorie, Max Holloway qui a été l'un des plus grands champions featherweight. Même si c'était pour la titre intérimaire et que c'était chez les lightweight, il perd contre Habib, il gagne contre Dan Hooker après une guerre sanglante sur l'UFC Apex, c'était un synchrone. Il gagne 2 fois contre Conor, il prend sa revanche. Il perd contre Charles Oliveira, c'était Ouais. pour le titre. Il gagne contre Michael Chandler et il repère contre Justin Gage. Mais vraiment, en fait, pour vous dire que. Et en plus, ce qui est fou, c'est qu'en fait, dans ce combat-là, déjà, Benoît, il passe du 12e au 3e de la catégorie. Et en plus, c'est moi, je pensais vraiment à. Quand je regardais le classement, je sais pas, je pensais peut-être à un Turner ou à un Hooker. Et non, en Ah, fait, ils ou l'ont un hooker, directement mis exactement. Ah face ouais. à, face à Poirier. Et moi, c'est simple. Quand on parle des combattants favoris, j'ai aussi Dustin Poirier Un Justin dans ma Gage. liste. Gaethje. Hein? Ah, Dustin, ok, ok, non, j'ai cru que tu me Tout m'a disais. chamboulé en plus. Non, non, désolé. Dustin Ouais. Poirier et comment on dit l'autre? Justin Gage. Je crois que c'est que ça se dit comme ça. Mais bon, Exactement. ça va, avec les écorchages, vous avez l'habitude avec nous. Et en gros, pour moi, c'est le combattant qui a le plus gros cœur, vraiment à l'UFC. Le deuxième combattant au gros cœur, c'est Benoît. Et là, on les met les deux en 5 rounds pour un co-main event. Ça en dit long sur les ambitions de l'UFC envers Benoît. Ça a dit qu'ils veulent peut-être faire de Benoît le nouveau, enfin le prochain de Chine Poirier. Parce que Poirier, c'est quelqu'un au sein de l'UFC, c'est quelqu'un dans la catégorie. Et malgré qu'il a pas mal de défaites, ça reste un. Clairement. En fait, pour moi, Poirier, il est arrivé à la mauvaise période. Si Khabib n'était pas là, pour moi, Poirier aurait été champion. Malheureusement, derrière, il y a Charles Oliveira qui a été là. Et maintenant, il y a Islam. Donc, il est arrivé à la mauvaise période, malheureusement pour lui. Bah, c'est pas malheureusement, c'est juste qu'il est dans une KT où il y a une adversité de ouf et que Ouais, malheureusement, c'est un peu un roi sans couronne. C'est-à-dire, c'est c'est un ça. tueur à gages. C'est un tueur à gages. Malheureusement, il y a toujours eu quelqu'un qui a excellé au-dessus de lui. Mais ça reste un tueur à gages, vraiment, clairement. Et voilà, mais ça va être un combat de ouf. Maintenant, attention quand même à pas sous-estimer le Poirier. Évidemment, on souhaite une victoire nette et c'est la plus rapide possible pour comment dirais-je, pour Benoît Saint-Denis. Maintenant, les gars, je vous le dis, j'allais dire Benoît Saint-Denis, comment ça s'appelle? Poirier, Poirier, c'est solide, les gars. Encore une fois, je le redis, c'est des deux solide et c'est côtés, ouais. quelqu'un qui a toujours su revenir de ses défaites. Donc Mais attention. franchement, moi, en tout cas, je tire ma casquette à Benoît, à Daniel Laurin, à son équipe de management, à Guillaume Pelletier, parce que déjà, c'est très, très fort ce qu'ils ont fait. Et en fait, c'est simple. Depuis l'annonce. Et franchement, je vais être très honnête, hein. Pour moi, c'est la troisième, on va dire, plus grosse annonce d'un combat franco-français, enfin, d'une opposition française face à un gars de l'UFC. Je pense à
Bah, il y a eu Cyril Cyril contre Gann John contre. Jones, mais vas-y, j'avais pas le même engouement, Mika. Moi, je vais être très honnête, hein, vous vous rappelez-vous de mes prédictions? J'avais pas le même engouement dans le sens, enfin, si, j'avais un engouement, mais Ouais, je tu te croyais disais pas. que ça allait être dur. J'y Ouais, j'ai croyais compris. pas, tu vois. Là, j'y crois. Là, vraiment, j'y crois. Avec ce que Benoît il a montré, j'y crois. Et mais sinon, c'est fort. Et franchement, non, je leur tire mon chapeau parce qu'ils auront pu prendre des match-up, on va dire, un peu plus abordables. Là, ils vont au charbon, mais Ah ouais, non, ils ils vont vont tout charbon. simplement au charbon. Et franchement, c'est très respectable. Et je ne sais pas si vous en rendez compte parce qu'il était 12e. Là, il va chercher le troisième de la catégorie. Il va chercher Dustin Poirier qui fait des guerres sanglantes. C'est un chien de la casse, le mec. Et là, tu as deux chiens de la casse qui seront au Et, centre de l'octogone pour ouais. un Et 5x5. pour donner une idée de qui il y a entre Benoît Saint-Denis et Dustin Poirier, en numéro 11, on a Dos Anjos. En numéro 10, Turner. En 9, on a Hooker. En 8, on a Fiziev. En 7, on a Dariush. En 6, on a Gamrot. En 5, on a Chandler. En 4, on a Tsarukian. Après, il y en a certains qui étaient bookés, etc. Mais c'est pour vous donner le niveau de ce qui se passe entre Benoît Saint-Denis aujourd'hui et Dustin Poirier. Donc c'est juste incroyable. Et surtout, je rajouterai à ça que on n'oublie pas que Benoît Saint-Denis, il a quand même combattu au Madison Square Garden, qui était l'une des plus gros événements de l'année dernière. Et là, il combat sur la carte UFC 299, qui est pour moi tout aussi belle que celle de l'UFC 300. Avec Sean O'Malley contre Marlon Vera, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. On aura Gilbert Burns sur la carte. On aura notamment Incroyable. Michael Page contre Kevin Holland. On aura Gamrot contre Rafael Dos Anjos. Ça va être une carte de ouf. Donc, non, encore une fois, c'est-à-dire que l'UFC mise vraiment sur Benoît. Il est quand même co-main event d'un événement de numéroté, donc ça va être incroyable. Et c'est aussi grâce à Poirier, mais c'est aussi grâce aux performances qu'a fait Benoît. Donc, comme tu l'as dit, on tire notre chapeau, on est derrière lui et on a hâte de vibrer pour ce soir. Et Ce franchement, soir-là. moi qui avais arrêté les nuits blanches, là, pour le coup, on se donne rendez-vous chez Mika. Ouais, Watch clairement, party. En tout cas, clairement. ça va être fou. Mika, on poursuit l'actualité des Français, de nos 12 Français à l'UFC. Là, on en est au mois de mars. Et l'annonce qui a été faite, d'ailleurs, tu l'as tweeté. Ah, fin de l'année aussi pour Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il va gagner. Enfin, c'est compliqué, mais je pense que Benoît aura peut-être sa chance pour aller chercher la ceinture BMF. Ouais, c'est ça. Attends. Mais même la ceinture, même la Non, ceinture. non, non, il aura pas cette année, c'est mort parce que même Makhachev, il a donné ses plans. Et là, Oui, il mais a dit Mika, tu sais très bien entre ce non, que, mais toi aussi, sois logique. C'est logique que celui qui va avoir la chance pour le titre, c'est Tsarukyan contre Oliveira. C'est le vainqueur des deux. mais C'est Mika, logique. on est au mois de janvier. Mais et ils vont combattre au mois de mai, avril. Ensuite, lui, il va défendre la ceinture, il l'a dit, Oui, au ok, mois de ouais. juin. Et ensuite, il a dit qu'il la redéfendrait au mois de décembre contre l'un des deux. Bah Il a écoute, donné pourquoi tout pas une son ceinture calendrier. intérimaire? Enfin, après, voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Ouais. Bah, moi, je vois plus une ceinture BMF contre Gadji. Pourquoi pas à Paris? C'est faisable, non? Ouais. Mais écoute, en tout cas, à voir. Mika, pour le mois d'avril, on a eu. Donc, je disais, tu l'avais annoncé sur Twitter et Non, tu non, sais qu'il y non. avait. Attends, on a Manon Fiorot le 30 mars. Ah, je suis fou. Manon Bah Fiorot oui. contre Erin Blanchfield. Pareil, Common Event. Donc, ça sera un UFC Fight Night. Ça se passera à Atlantic City. Le main event, ça sera Sean Brady contre Vicente Luque. C'est clairement un combat pour la demi-finale. C'est-à-dire que si Manon gagne, elle a son passe direct pour aller faire la ceinture contre Grasso. Voilà, bah, que dire de plus? On Moi, je l'espère, pense que. Mika, hein, parce que déjà, on disait que ce combat-là Non, contre mais là, Roland c'est Martinez. sûr. Ouais, je suis d'accord, mais Moi, après. je l'espère, mais parce que faut rappeler qu'il y a un partout entre Grasso et Valentina. Non, je Oui, suis un mais ouf. Non, non. Shevchenko, je la vois pas revenir. Et d'ailleurs, celle que je vois à la rigueur, là, qui pourrait affronter Grasso dans pas longtemps, c'est la chinoise si elle monte de catégorie. Elle a été Zhang, bookée pour l'UFC 300, je crois. Ouais, Zhang Weili, Ouais. je peux pas te dire. Si, je te le confirme. Elle a été bookée. Ah ouais, bah voilà. Donc tu vois, non, non, moi je pense que, je te dis, je pense que Blanchfield ou Manon, elle gagne, c'est ceinture directe. Là, il y a plus. Voilà. Et je pense que je pense sincèrement que Manon va battre Blanchfield. Voilà, c'est une opposition de style. Blanchfield très forte au sol, mais une lutte qui lui permettra, à mon avis, pas d'amener Manon au sol et Manon qui va réussir à installer son striking. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite et je pense que Manon fera la ceinture avant la fin de l'année 2024. Voilà mes prédictions pour Manon Fiorot cette année. On l'espère, hein. Donc, pour reprendre les propos de Mika, elle affronte Erin Blanchfield, qui est deuxième du classement. La première, c'est la Valentina.
qui est blessée. Et il me semble qu'elle devait se faire opérer de la main. Et la première, bah, c'est la championne Alexa Grasso. Donc, hâte de voir la suite et on espère, hein, pourquoi pas voir. Et, attends, Michaela, ça va se disputer je pense, entre Benoît et Manon pour savoir qui sera le ou la première Bah, champion UFC. je te dis, moi, clairement, mais si tu veux, encore une fois, je peux te le redire, je pense que Benoît, cette année, n'a pas sa chance au titre. Je pense que c'est pas du tout dans les plans de l'UFC de mettre Benoît cette année pour la chance au titre. Par contre, Manon Fiorot, oui. Je te dis, Benoît, je pense que c'est la ceinture BMF cette année. Rien d'autre. Écoute, on verra. En tout cas, on verra, on verra. On attend la suite en tout cas avec impatience. Donc, je disais, t'avais tweeté que Nora Cornell et Morgan seront potentiellement sur la même carte. Donc, ça a été Ouais. officialisé. Nora Cornell fera son retour pour son deuxième combat à l'UFC contre Melissa Dixon. Ça aura lieu le 6 avril sur Ouais. UFC Apex. UFC Le main Apex. event, ça sera Vettori contre Brendan Allen chez Walter White. Que Middleweight, dire, Nora Mika. Cornell? Pardon? Chez les middle. Ouais, les middleweight, pardon, c'est ce que je voulais dire. Nora Cornell, bah, on l'a vu en action, elle a montré des belles choses, grosse amélioration depuis en un an et demi, il y a eu une vraie amélioration dans son jeu. Et elle affronte quelqu'un qu'on connaît, puisqu'elle va affronter Melissa euh, Dixon. Dixon, voilà. Et c'est quelqu'un qui a combattu ORS. À plusieurs reprises, ouais. Elle a combattu à deux reprises ORS et elle s'était imposée. Elle a d'ailleurs déjà combattu à l'UFC, elle s'était imposée et elle affrontera donc Nora Cornell. Pareil, on est un peu dans une opposition de style dans le sens où même pas non, on aura pour le coup là vraiment du KOTK. Les Boxe deux anglaise sont contre des fans boxe de thaï, on va dire. KOTK, ouais, exactement. Ouais, c'est un peu boxe anglaise contre boxe thaï. Elle avait même combattu contre Rizlen, Melissa Dixon. Donc, ça risque d'être un beau combat. Et en tout cas, comme tu as dit, on a eu pas mal une marge de progression du côté de Nora Cornell, qui aspire en tout cas à être championne 2025, il me semble. C'est ce qu'elle a mis dans sa bio. Et j'aime les combattants qui affichent leurs Leur prétentions, en tout objectif, cas. ouais, clairement. Et normalement sur cette carte, si mon croustier est bon, et je l'avais dit, Morgan Charrière sera sur la même carte que Nora Cornell. Ça sera donc sur cette carte au mois d'avril UFC Apex. Par contre, j'ai pas l'adversaire encore de Morgan Charrière. On attend. Peut-être que mon croustier n'est pas bon, mais en tout cas, il s'est avéré Ah, bon. attention, Mika, hein, si c'est pas bon, c'est pas un croustille. Bah, écoute, là, si mon croustier est faux, je balance le mec qui m'a informé carrément. Parce que là, c'est très grave. Ça veut dire qu'il m'a mené en bateau. Donc voilà. Ouais, écoute, et après, en tout cas, ouais, pour. Et ensuite, on a quatre autres Français, donc qui sont actuellement à l'UFC. Et bon, il y a William Gomis malheureusement qui était booké et qui a dû se débooker, non pas à cause d'une blessure, mais à cause d'un fait de vie. Donc tout notre courage pour William. Euh, Derrière, on a Cyril Gann. Alors, je sais pas si je me trompe, tu me diras, mais je pense que Cyril Gann, c'est pas impossible qu'on le voit à l'UFC 300 contre Aspinal. Est-ce que je rêve ou pas? Rappelle-moi, s'il te plaît, c'est quand l'UFC 300? C'est Léon Edwards contre Bilal Mohamed. C'est quoi, c'est non, la date? C'est le 13 avril 2004. 24. 13 avril 2024. Écoute, moi, je pense. Enfin, ça m'étonnerait parce que, comme je te l'avais dit, j'ai l'impression que sur les UFC 300, enfin, que ce soit l'UFC 200, 300 et tout, c'est plus des combats fantasy. Bien sûr qu'il y a des combats de ranking Ouais. pour le titre et Alors, tout, des défenses de titre. ouais. Et Attends, je suis surtout, désolé. Allez, s'il te plaît, laisse-moi là. Et puis, je suis obligé de rebondir quand tu dis ça. Parce que la carte de l'UFC 300 pour l'instant, franchement, il n'y a rien de fantaisiste. Figueiredo la. Garbrandt, Bonical Brundage, Sterling contre Qatar, Oliveira Tsarukian, Rakic contre Prochaska. Gros, elle est où Ouais, mais en fait, je suis un petit. Peut-être que mon esprit il est encore sur l'UFC 200. Je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, Ouais, cet UFC-là, si, je me il m'avait souviens. marqué, tu sais, avec l'octogone qui était jaune et tout. C'était une Exactement, ouais. dinguerie, gros. Mais Je... je sais pas. Je, Non, je- tu penses que je rêve? En fait, moi, Fernand, il y a quelques mois, il m'avait dit que Cyril, il allait être de retour en mars. Après, quand il y a des journalistes qui lui ont posé une question à Arès, il a dit que, je sais pas pourquoi ma caméra elle se coupe. Il a dit que ça et que Cyril, il allait être de retour en mars. Et donc, je me dis pourquoi ne pas voir Thomas Spinal contre Cyril au mois de mars.
Maintenant, le mois de mars, ça approche. Peut-être qu'ils sont tenus par la confidentialité. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on annonce un Cyril Aspinal là, pour le mois de mars. Mais je me dis peut-être qu'il y aura l'UFC Londres, comme tous les ans, au mois de mars. Mais là, c'est en Pourtant, mois d'avril déjà, le 13 avril. Attends, franchement, moi, ça me choque pas hein, qu'il l'annonce maintenant. mais attends, l'UFC Londres, en général, c'est aux alentours du mois de mars, on est d'accord. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu vois, donc je pense qu'en plus, apparemment, Aspinall, il est pressé de combattre. Ça se call out avec John Jones. Enfin, c'est pas vraiment du call out, c'est pas vraiment du trash talk, mais c'est des petites embrouilles parce que je pense pas que ça va se faire un John Jones contre un Spinal. Mais ouais, j'attends de voir un UFC, enfin un UFC Londres et à voir Cyril Et, face à Spinal. mais pour l'instant, l'UFC Londres, il n'est pas organisé, hein. Et il Ouais. n'interviendra pas au mois. D'habitude, ils le font au mois de mars, c'est vrai. Mais là, au mois de mars, il est déjà complet, hein. Bah, peut-être qu'ils le feront, je pense, d'ici le mois de juin. Je pense, avant l'été, peut-être, avec Ah, mais Cyril. là, ça fait loin pour Cyril, le mois de juin. Il a combattu en septembre. Enfin, je sais pas. Bah ouais, c'est un peu la même chose pour. Après, Nique-moi Mika. l'ambiance. Je te dis, moi, j'y crois. L'UFC 300. Non, mais en fait, tu sais, après, les poids lourds, ils ont une activité qui est moins récurrente que les autres catégories, tu vois. Ah oui et non. Là, tu vois, encore une fois, tu me fais dire. Quand tu arrives en haut du classement, je veux bien. Mais par exemple, en 2021, Cyril l'a combattu 3 fois. En 2022, il a combattu 2 fois. En 2023, il a. Oui, là, il était sur un run, mais là, je sais pas vraiment quand ils sont au haut du palier. C'est, Bah ouais, c'est... mais ce que je veux dire, là, il est Non, mais pas je blessé. veux y croire, Aspinal. hein. Je veux y croire, hein, à ce que tu dis. Mais écoute, Ouais. à voir. En tout cas, bon, William Gomis, donc du coup, pas de nouveau pour. Du coup, on sait pas trop quand est-ce qu'il sera apte à revenir. Oumar Sy, ah, par contre, je reviens toujours sur mes prédictions. Les gars, j'aimerais que ce combat se fasse. Je sais, vous allez dire, ouais, non, non, j'aimerais voir à Bercy William Gomis contre comment dirais-je, Morgan? Morgan Charrière. Moi, c'est vraiment un combat qui me plairait de le voir à Bercy et je pense que ça enflammerait Bercy. Bon, ça, c'est plus un souhait qu'autre chose. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui peut être envisageable et c'est quelque chose que je Moi, ça souhaite. m'intéresse plus trop, hein, Mika, hein. Enfin, vraiment, Ouais, au vu des dernières performances de William, je sais que Morgan, lui, il proposera du show, tu vois, des risques à prendre et tout, alors que William, il est plus dans la stratégie, tu vois, Donc, ça ouais, m'intéresserait mais pas trop, c'est honnêtement. c'est quand même, pour l'instant, il est sur un perfect à William. 3 combats, 3 victoires, hein. Ouais, je suis d'accord, mais je te parle vraiment en termes. Là, je parle vraiment en termes du point de vue spectateur, tu vois. Ouais, je comprends. Je comprends. Mais bon. Enfin, on a Kevin Jousset. Bon, lui, ça fait pas si longtemps que ça qu'il a combattu. On le rappelle, il a signé à l'UFC récemment. Il a fait un premier combat au mois de septembre, victoire sur étranglement premier round. Il a fait un deuxième combat en décembre. Il a gagné à la décision. Je pense que pareil, lui, on devrait le voir dans le premier semestre de manière sûre et certaine. Peut-être sur la C'est carte de Manon Fiorot. D'ailleurs, là, il est au Boxing Squad. Donc, voilà. Si en tout cas, vous voyez une annonce de Kevin Ducet sur la carte de Manon Fiorot, vous l'aurez vu. bon, en tout cas, c'est le combattant à suivre cette année. En 77, franchement, Kevin Jousset, il m'a impressionné, hein. C'est quelqu'un que je vois monter très rapidement chez les 77, un peu à l'image d'un Benoît Saint-Denis. Maintenant, même s'il est très grand et j'avais pas cette donnée, je croyais qu'il faisait 1m80, mais apparemment, il fait 1m88. Euh, j'ai le sentiment que physiquement, quand je vois les Shafkat et tout, ça me fait un peu peur. Le top 15 de la KT pour lui. Maintenant, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, c'est un combattant à suivre et je le trouve vraiment, vraiment fort. C'est quelqu'un qui m'impressionne parce qu'il sait vraiment tout faire. Et donc voilà, combattant à suivre, les amis, pour Kevin Jousset. Et enfin, Oumar Sy, qui a signé à l'UFC, qui a toujours pas combattu parce qu'il y a eu une blessure, on s'en souvient. Ouais. Euh, alors, Bon, on l'avait on reçu de base, il ambitionne, devait combattre et en début d'année 2024. Après, malheureusement, le fait qu'il était blessé, qu'il avait une rééducation à faire, qu'il devait se rétablir, bah, ça a été repoussé, mais on n'en sait pas plus pour le moment. bah, ça ambitionne quand même le mois d'avril. Voilà. Ça m'étonnerait, Mika, mois d'avril, période du Ramadan. Bah, fin avril. Écoute, Ça à voir. ambitionne de revenir courant fin avril, début mai, je te dis. Ça ambitionne. T'as investigué? J'ai investigué. Maintenant, j'ai pas de date, j'ai rien, hein. Ok. C'est pas signé, il y a rien. En tout cas, ouais, bah, je pense que pour 2024, Mika, tiens, même en termes de catégorie, peut-être qu'Omar Sy, ce sera le prochain, en tout cas, à intégrer. C'est risqué ce que je dis, hein, mais tu sais, en termes d'adversité, en termes de catégorie,
la catégorie des moins de 93 kilos, elle est un peu à l'image des poids lourds. Donc, il suffit qu'il aligne deux trois victoires et on pourra le voir dans le top 15. Dans Même le top peut-être. 15, ouais. Et en plus, dis-toi qu'il a été. Apparemment, il lui avait proposé Volkan Ozdemir, qui est dans le top 5 dans le top 10 pour l'UFC de septembre à Paris. Donc, c'est pour vous dire que peut-être même un combat, une victoire, ça le classera parmi les top 15 de la catégorie. Donc, voilà, il y a des belles choses à venir. Non, ça peut aller vite, clairement. Ouais, ouais. Après, quoi dire? Non, bah, de toute manière, les quatre plus proches de la ceinture, on les connaît. Mano Fioro, Cyril Gane, évidemment. Pour moi les deux plus proches actuels. Derrière, on a Benoît Saint-Denis. Et un peu derrière, on a Nassourdine Imavov. Voilà, pour moi, c'est les quatre qui sont les plus proches de la ceinture. Pour ceux qui potentiellement pourraient intégrer le top 15, je démords pas de. Bon, j'aurais été encore plus confiant hier, mais j'en démords pas encore aujourd'hui. Je pense que Taylor peut le faire. Voilà. Je pense que pour Gomis, Charrière, c'est encore trop tôt. Nora Arnold, c'est pas encore d'actualité. Pour Fares Ziam non plus. Pour Guémori non plus. Jousset est capable de le faire. Sincèrement, je pense que Jousset peut être pas loin du top 15 à la fin de l'année. Et je vais être fou, je mise aussi sur Oumar parce que effectivement c'est une KT dans laquelle il n'y a pas non plus une adversité de dingue. Et je pense que si tu fais deux victoires, tu peux vite te retrouver propulsé. Maintenant, cette année, ça me paraît un peu court, sachant il combat pas déjà avant avril-mai. J'ai quand même, je pense que ça va être un peu court pour lui. Donc, soyons fous, je vais rester sur Taylor et Kevin Jousset, moi. Écoute, à voir. On verra, Mika. En tout cas, c'est tout pour nous. On a fait le tour et on pourra même faire une vidéo sur nos prédictions, en tout cas sur les prochains Français qui pourront signer à l'UFC en 2024. Vous, Ouais, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Mika, c'était l'actualité des 12 combats, des 12 combattant. Français, des 12 combattants français à l'UFC. C'est tout pour nous, Mika. Clap de fin, Et à nous merci, dormir. AB. Clap de fin. Salut à tous.